73 personnes sont décédées dans l'explosion d'un camion-citerne au Mozambique. Le pays décrète alors un deuil national de 3 jours à partir du samedi 19 novembre. À suivre également dans cette édition, le bilan du Premier ministre marocain sur les résolutions de la COP22 qui s'est achevée ce vendredi. Et puis au Zimbabwe, des opposants ont été kidnappés et torturés ce vendredi matin. Le développement dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Une Africa TV, l'africaine des télés. Au Mozambique, un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de samedi 19 novembre. Cela fait suite au décès de 73 personnes, un bilan provisoire qui se dégage de l'explosion d'un camion-citerne hier. Le camion qui transportait de l'essence aurait pris feu à cause de la température ambiante élevée. Une commission d'enquête a été mise sur pied pour déterminer les causes réelles du drame. Suivez ici les explications de José Mendoza, porte-parole du gouvernement mozambicain. Il est possible que le feu ait été causé par la combustion de l'essence. Nous avons peu d'informations. Il savait aussi qu'un petit feu se serait produit à l'intérieur du camion-citerne au niveau de l'endroit où l'essence sort et cela aurait aussi pu être la cause du feu. Nous ne savons pas exactement comment le feu s'est produit. Des experts viendront demain pour déterminer les causes. Le gouvernement de province a appelé à la solidarité dans le pays sous forme de biens, de boîtes, de linge, de transport et nourriture pour aider ces familles. La 22e conférence de l'ONU sur le climat à Marrakech a pris fin ce vendredi. Malgré la déception des délégations africaines sur certains points abordés, notamment sur le plan agricole, le Premier ministre marocain Salah Eddine Messoua a fait le bilan des résolutions. Juliette Ezi. L'Afrique va encore patienter pour la mise en application de certaines résolutions qui ont été notées lors de l'accord de Paris. La grande déception des délégations africaines présentes à Marrakech vient du domaine agricole, un secteur de suivi de plusieurs pays africains très perturbé par les dérèglements climatiques ces dernières années. Le domaine agricole n'a pas fait objet de discussion pour faire le consensus entre le Nord et le Sud sur la nécessité d'aide pour faire face aux aléas climatiques. Les discussions ont été repoussées à 2017. Néanmoins, des avancées ont été notées au cours de cette 22e conférence de l'ONU. Le président de la COP22, Salah Eddine Messoua, premier ministre marocain, a fait le bilan de la COP22. Il y a la feuille de route des 100 milliards qui doit devenir effective avant 2020 et je pense que les choses avancent bien. Salah Eddine Messoua a aussi révélé 2 dimensions importantes de ces assises de Marrakech. Deuxième dimension importante sur laquelle nous allons prioriser notre travail, c'est la mobilisation et le renforcement des compétences. Le premier ministre des îles Fidji, Frank Bainimarama, se dit fier du choix qui est porté sur son pays. Je suis venu voir son Excellence le président de la COP22 pour solliciter son conseil sur comment organiser la COP23 avec succès. C'est une grande responsabilité pour une petite île comme Fidji, mais nous savons que nous serons capables d'assurer la présidence. Nous prévoyons d'avoir un autre entretien avec les officiels à Bonn en janvier. Nous parlerons alors des derniers détails. Le président de la COP22 rassure le premier ministre des îles Fidji sur l'organisation de la COP23 dans son pays. Première fois qu'un État du Pacifique, un État insulaire, organise une COP. Le challenge est grand. Les regards sont désormais tournés vers la 23e conférence de l'ONU sur le climat aux îles Fidji en 2017. Au moins 6 militants de l'opposition zimbabwéenne ont été kidnappés et torturés par des inconnus ce vendredi matin. Un acte supposé d'intimidation intervenu à quelques heures des manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu dans le pays. Moura Onyaskava. L'opposition zimbabwéenne continue de payer les frais de sa lutte acharnée contre le pouvoir en place.
Ils étaient, 6 opposants, à être enlevés dans la matinée de ce vendredi par des individus non encore identifiés. Parmi ces militants, le frère de l'ancien journaliste Itez Amara, porté disparu depuis mars 2015. Après plusieurs heures de torture, comme en témoignent ces images, 3 des 6 kidnappés ont été relâchés et conduits à l'hôpital. Les 3 autres sont toujours portés disparus. Ces actes qualifiés de barbares ne semblent pourtant pas inquiéter ces militants. Nos 2 voitures ont été bloquées devant et derrière. L'agent de sécurité a ouvert le feu. On m'a alors bandé les yeux et j'ai été malmené avant d'être mis dans un camion. Ils m'ont amené et les autres ont été laissés derrière. Selon le plan initial, on leur a dit qu'ils étaient censés me jeter dans le lac ou quelque chose de ce genre. Cela ne va pas me dissuader ou me décourager de me battre pour un Zimbabwe meilleur. Tout ceci est intervenu peu de temps avant des manifestations antigouvernementales prévues ce vendredi pour protester contre la corruption et la crise économique qui secoue le pays. Le Zimbabwe est en proie depuis des mois à une vague de protestations contre la gestion du président Robert Mugabe. La situation économique très peu reluisante dans le pays ne cesse de se dégrader. La population zimbabwéenne éprouve aujourd'hui de réelles difficultés à retirer de l'argent dans les banques à cause d'une pénurie de liquidités. Le pays au bord du gouffre est en passe d'instaurer par décret de coupons monétaires appelés bond notes censés remplacer le billet. En Afrique du Sud, une enquête policière a été ouverte hier sur des liens suspects entre le ministre sud-africain de la Sécurité et un braconnier chinois. Le ministre David Malobo est accusé de complicité dans le trafic de cornes de rhinocéros. Photo à l'appui, l'homme d'affaires Guang Jiang assure être un ami du ministre sud-africain de la Sécurité de l'État, David Malobo. Installé en Afrique du Sud, le chinois Guang Jiang est propriétaire de salon de massage à Nesbrut, près du célèbre parc Kruger. Il a reconnu être un trafiquant de cornes de rhinocéros et que David Malobo est son ami. C'est avec des photos à l'appui que ce trafiquant chinois affirmait que le ministre de la Sécurité de l'État sud-africain est son ami et un client fidèle de son salon de massage. Une enquête a été ouverte par la police sud-africaine afin de voir clair sur les liens d'amitié existants entre ce trafiquant chinois et l'autorité nationale. Les activités de braconnage, surtout celles des rhinocéros, sont proscrites et sanctionnées dans le pays. Ceci à cause de la menace de la disparition à l'échelle planétaire de cette espèce animale. David Malobo a reconnu fréquenter le salon de massage de Guang Jiang, mais nie fermement être l'ami de ce trafiquant. Selon lui, ces accusations sont dégradantes et infondées. À cet effet, il a donné une conférence de presse où il s'est exprimé. Il y a beaucoup de rumeurs, vous avez bien raison. Il y a eu des problèmes socio-économiques affectant notre population. Mais au-delà de 21 ans, vous devez reconnaître que nous avons bien fait. Mais ce gouvernement a admis que la question de pauvreté, de chômage et d'inéquité est le défi de ce moment. Le gouvernement sud-africain dit avoir pris note des accusations contre le ministre de la Sécurité de l'État. Les enquêtes policières permettront pour le ministre de la Présidence, Jeff Radebe, d'avoir une bonne idée de cette accusation contre son homologue David Malobo. Pour le porte-parole de l'unité spéciale de la police chargée de l'enquête, Guang Jiang est leur cible principale car ces affirmations portent atteinte à l'intégrité de l'Afrique du Sud. Rendons-nous à présent en Somalie. Le pays est à la recherche d'une stabilité politique et en passe de désigner un nouveau président. Un processus électoral au suffrage universel indirect qui fera peut-être basculer la Somalie dans une accalmie après plusieurs années d'insurrection djihadiste. 14 000 délégués choisis par les différentes tribus somaliennes voteront à travers plusieurs étapes les 54 représentants d'une nouvelle chambre haute, puis les 275 parlementaires qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Le scrutin a lieu dans un calme assez remarquable, contrairement aux élections qui se sont précédemment déroulées dans le pays. Le progrès dans ce processus, c'est que tout se déroule calmement. Pour le moment, nous n'avons eu aucun incident et c'est la première fois en 47 ans que les Somaliens vont participer à une élection et voter. La Somalie, pays de la Corne de l'Afrique, s'est toujours manifestée à travers une ambiance sociopolitique délétère qui mêle coups d'État, règlement de comptes et attentats terroristes. Et pour conjurer ce mauvais sort, cela passe par une issue favorable à ces élections, un scrutin sous bonne garde sécuritaire.
Nous avons trouvé comment faire en sorte que ces élections se déroulent dans le calme sans incident. Nous avons mis en place une stratégie pour que ces élections se tiennent en paix. Et comme vous le savez, nous nous sommes déployés dans les différentes régions à Baïdoa, Puntland, Kismayo, partout. Et pour le moment, tout se passe bien. Au terme du processus électoral, la Somalie devrait avoir un tout nouveau président de la République pour conduire les destinées du pays. Du côté de la Tunisie, 6 ans après sa révolution, le pays fait un retour dans son passé douloureux. Les auditions publiques des victimes de la dictature ont commencé depuis hier dans le pays. Conduites par l'instance Vérité et Dignité, ces auditions ont débuté en présence de plusieurs responsables politiques, syndicaux et de proches des victimes. Fidèle Tchoukoumri. C'est une page de l'histoire de la Tunisie qui se raconte depuis hier à la télévision. Un passé douloureux pour des milliers de Tunisiens ayant subi les affres de la dictature. Après 6 ans de révolution, victimes et proches de victimes viennent faire entendre leur voix. Devant l'instance Vérité et Dignité IVG, ils racontent des années d'exactions subies depuis le régime du père de l'indépendance Habib Bourguiba jusqu'au printemps arabe sous le régime de Zine El Abidine Ben Ali, alors président de la Tunisie. Mon frère est sorti manifester comme tous ceux qui manifestaient contre le régime autoritaire. Ils lui ont tiré une balle dans la cuisse et il est mort sur le coup. Que son âme repose en paix. Plus de 62 dossiers ont été déposés à l'instance Vérité et Dignité. Près du cas proviennent des femmes ayant subi des violences sexuelles. En venant témoigner, ces proches de victimes espèrent que leurs témoignages vont contribuer au processus de justice transitionnelle. Amnesty International a évoqué dans un communiqué une opportunité historique de mettre fin à l'impunité pour les crimes passés et les violations des droits humains. Les audiences publiques des victimes de la dictature en Tunisie se tiennent les 17 et 18 novembre, mais selon un responsable de l'IVD, d'autres auditions publiques sont prévues les 17 décembre et 14 janvier prochains. 2 dates symboliques car elles marquent l'anniversaire de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant qui avait déclenché la révolution fin 2010, puis l'exil pour l'Arabie Saoudite de Ben Ali en 2011. Place à présent à l'Afrique en bref pour le reste de l'actualité sur le continent africain. C'est une signature de Childe Kalosessou. 6 morts ont été enregistrés ce vendredi à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. C'est le résultat de 3 attentats suicides, selon Damian Choukougou, commissaire de la police de Maiduguri. Le premier attentat perpétré par une femme kamikaze a eu lieu à Didari, un quartier de la ville. Quelques heures après, c'est un homme qui s'est fait sauter, tuant 2 miliciens et lui-même, précise la même source. Pour l'heure, ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais Boko Haram, qui a souvent frappé dans cette zone, est soupçonné. Les élections municipales au Mali ont du plomb dans l'aile. Prévues pour dimanche, ces consultations n'inspirent pas encore une assurance dans les rangs des populations. Même si de nombreux Maliens saluent l'effectivité prochaine de ces élections, beaucoup craignent tout de même les aspects sécuritaires qui sont pour l'heure fragiles. Le Mali est plus que jamais sous la menace des djihadistes. Ces derniers sont responsables de plusieurs attaques avec pour principale cible le siège de la MINUSMA. L'instabilité politique et la persécution dans leur pays n'ont pas ôté à ces réfugiés congolais tout droit. Au Rwanda, ces hommes et femmes, pour la plupart venus de la République démocratique du Congo, ont accès à l'enseignement supérieur. C'est sur initiative de l'université américaine Sofer News Hampshire, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Kepler. Au sein du camp de Kiziba, ces réfugiés peuvent suivre des cours dans plusieurs domaines, avec un accent particulier mis sur l'insertion professionnelle. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.